Cette photo représente un petit garçon qui s'appelait Clément Lévy. Il était né le 1er novembre 1940 à Vendôme. Il a été arrêté le 24 février 1944 à Saint-Dié-sur-Loire, enfermé dans la prison de Blois le même jour, transféré à Drancy le 6 mars par la gendarmerie française, et puis expédié à Birkenau où il a été gazé en arrivant avec sa maman, son frère et sa sœur le 30 mars 1944. Donc ça s'est passé, ça a commencé tout près de chez vous, tout près de chez nous. Et donc je voudrais qu'on essaye de voir comment on en est arrivé là. Les étrangers issus du Reich allemand, présents sur le sol français, sont rassemblés dans des camps d'internement. L'administration qualifie même certains de ces camps de camps de concentration. Le Loir-et-Cher n'échappe pas à la règle. 3 camps sont ouverts à Villers-Bon, Ville-Malard et Francillon. La large majorité des internés sont des réfugiés juifs allemands, mais on trouve aussi des antifascistes espagnols qui tous voulaient servir la France dans sa lutte contre l'Allemagne nazie. Au lieu de cela, la République va faire croupir des milliers d'hommes dans ses prisons à ciel ouvert. Je faisais partie, j'avais 17 ans, donc j'avais à peu près votre âge. Je faisais partie de ceux qu'on allait interner. Je me suis rendu à Colombes, près de Paris, avec mon père. Nous avons séjourné 8 jours dans un stade, sur les marches du stade. Et je peux vous dire que les marches sont dures quand il faut y rester toute la journée et toute la nuit. Et finalement, nous avons été transportés où? En Loir-et-Cher. Nous avons été transportés à Blois, gardés par des soldats baïonnettes au canon. Nous avons traversé le pont de la Loire et à la sortie du pont était installée une tente du Cirque Hamar. Et cette tente était, pendant un certain temps, notre lieu de séjour pour 2 à 3 000 hommes. Mai-juin 40, à la surprise générale, l'armée française est balayée par l'offensive de la Wehrmacht. Des millions de Français fuient sur les routes encombrées. Dans un chaos généralisé, le maréchal Pétain manœuvre dans l'ombre pour accéder à un pouvoir si longtemps convoité. En tant que président du Conseil, il demande l'armistice le 17 juin, l'obtient le 22 et renverse la Troisième République en juillet pour installer à Vichy un État croupion qui occupe le sud du pays et place cette région sous la coupe d'un régime autoritaire et réactionnaire. À Montoire, près de chez nous, le maréchal Pétain se lance dans la collaboration d'État, mettant l'administration française au service de l'Allemagne en guerre, mais aussi de l'idéologie nazie. Face aux exactions de l'armée d'occupation et aux privations liées aux réquisitions massives, fait le dos rond et tente de passer à travers les gouttes. Monsieur Casas évoque les rapports d'aviateurs anglais relatant le comportement de la population française pendant la guerre. Nous avons armé 3% de la population, presque essentiellement des jeunes, très motivés. Nous étions aidés par 6 à 8% de la population qui nous hébergeait, nous nourrissait, nous renseignait et la nuit transportait nos armes parachutées avec leurs chevaux. L'ennemi n'a jamais eu plus en sa faveur, mais entre ces deux minorités extrêmes, plus de 80% de la population vivait dans la crainte, la peur, une peur terrible qu'on ne peut décrire. Et cette peur est venue du fait qu'il y avait 2 millions, plus de 2 millions, de prisonniers de l'armée française en Allemagne, dans les stalags et les oflags. Il y avait près de 300 000 hommes et femmes comme eux, c'est-à-dire déportés, politiques, résistants, raciaux et autres, qui étaient dans les camps de la mort. Il y avait près de 600 000 jeunes du service du travail obligatoire, c'est-à-dire que dans chaque famille, il y avait un otage en Allemagne, dont les gens ignoraient souvent ce qui se passait. Et tout le monde vivait dans la peur, dans la crainte, dans la terreur. Ils ne pensaient qu'aux colis qui pouvaient envoyer quelque chose. Ils pensaient qu'à aider. Et ces gens-là voulaient être libérés. Tout le monde voulait être libéré. Mais tout le monde n'était pas prêt à un tel sacrifice. Seule une minorité de la population se lance dans la résistance. Oui, je voudrais dire aussi autre chose, c'est que
La raison essentielle qui a fait que nous avons pris les armes, c'est la réponse à une loi universelle qui veut que tout peuple occupé par une puissance étrangère cherche à se libérer de cette puissance. Ça, c'est une loi qu'on peut observer au cours de toute l'histoire. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Au péril de leur vie, des jeunes gens se lancent dans la presse clandestine. Et des larmes. Ils nous ont arrêtés parce que nous, les jeunes allaient porter des tracts, annoncer ce que c'était le fascisme, disaient ce que, par lettres, par ce que pouvaient subir. Alors, bon, c'était la période de lutte. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays. Ces tracts, journaux, contrecarrent la propagande nazie et vichysoise. Les attentats contre l'armée d'occupation, l'accueil et la protection d'agents venus d'Angleterre permettent de déstabiliser l'occupant. La répression de la part des autorités allemandes, mais aussi de Vichy, sous la conduite de Darlan, puis Laval, s'intensifie. Vichy, 9 décembre. Le secrétariat général de la vice-présidence du Conseil communique. Les attentats commis contre les officiers et soldats de l'armée d'occupation constituent pour la France un danger national. Le maréchal n'a cessé de le dire et de le proclamer dans ses messages comme dans ses télégrammes. Les plus hautes autorités politiques, administratives et spirituelles de la France l'ont redit, encore avant-hier, avec force. Le gouvernement rend aujourd'hui publiques les mesures exceptionnelles de répression qu'il vient d'édicter pour atteindre non seulement les auteurs immédiats des attentats, mais encore les responsables directs et indirects de cette fièvre de meurtre. D'incessantes recherches suivies d'arrestations massives ont formellement établi que ces responsables étaient à la fois des étrangers, parachutistes, détenteurs d'explosifs, hommes de main de l'ancienne Tchéka espagnole, des juifs, des communistes. Les mesures décidées par le gouvernement sont les suivantes. Pour les étrangers pris en flagrant délit d'excitation au crime, cour martiale et mort. Pour tous les juifs résidant sur l'ensemble du territoire et entrés en France depuis le 1er janvier 1936, groupement, selon les cas, dans des compagnies de travailleurs ou dans des camps. Pour les communistes, 1850 arrestations sont venues couronner les opérations massives entreprises depuis 3 jours dans les grands centres de la zone libre, au sein des milieux communistes et terroristes. Ces arrestations s'ajoutent aux 11 000 arrestations effectuées depuis 6 semaines dans les mêmes milieux. Les opérations d'épuration continuent. Des milliers d'hommes sont arrêtés et torturés. Je me sers du tas de paille, mais avec les Allemands. Alors, évidemment, ils avaient tous les Allemands de loin. Même la jeunesse italienne, il y avait des jeunes les jeunesses italiennes, c'était des 14-15 ans, 15-16 ans maximum. Et ils étaient tous là. Et puis, donc, commençait l'interrogatoire. Alors, mon petit gars, j'avais 21 ans, et je faisais jeune, je faisais gamin. Mais l'officier qui dirigeait l'interrogatoire, mon bébé, qui disait, mon bébé, si tu ne veux pas parler, nous saurons te faire parler. Et alors, 2 Allemands, avec des bâtons, ils ont commencé à m'attaquer. Moi, surtout avec le nez cassé, la mâchoire déglinguée, les ongles arrachés, parce qu'ils m'ont attaqué, j'avais les mains attachées derrière le dos. La torture infligée à Blois ne laisse pas présager de l'horreur attendant ces jeunes héros. Les déportés politiques sont entassés dans des wagons plombés à destination des camps de concentration d'Allemagne ou de l'ex-Pologne. Ils y retrouvent les homosexuels, des asociaux, des juifs et tziganes en âge de travailler. Une courte vie de labeur commence alors. La mort s'abat en masse sur ces déportés harassés par le travail, la sous-nutrition et les maladies. Gérard Gobitz se souvient de ces interminables journées. Les journées se ressemblaient énormément. Les lever vers 4 heures du matin. À un moment donné, quelqu'un ouvre la porte de la chambrée
écrit debout. Et 2 minutes après, un autre passe pour voir si tout le monde est sorti du lit. Sinon, grand coup de matraque sur celui qui ne s'est pas levé. Un breuvage appelé café qui avait pour avantage d'être chaud. Ensuite, l'appel. Alors, l'appel à l'extérieur, bien entendu, tout le monde est rassemblé et on compte le nombre de personnes pour s'assurer qu'il y en a autant que la veille, qu'il n'y a pas eu d'évasion. Il est très difficile de compter les gens parce que contrairement aux marchandises, les gens ont tendance à bouger, à se déplacer et retrouver les 2000 ou 2500 personnes que vous voulez annoncer, c'est très difficile. Alors l'appel, c'est quelque chose qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie. Les gens sont dehors par tous les temps. Il peut faire froid, il peut pleuvoir, ça n'a aucune importance, jusqu'à ce qu'on trouve le chiffre fatidique qui va contenter le commandant du camp. Ensuite, la sortie des groupes de travailleurs par entreprise en direction du chantier. Là où j'étais, principalement, il y avait 4 à 5 km à faire. Ensuite, une journée de travail. Enfin, la colonne formée par environ 25 à 30 hommes était surveillée par un garde muni d'un fusil, en l'occurrence un policier auxiliaire. L'homme finit par s'habituer à peu près à toutes les situations. Vers 6 heures du soir, arrêt du travail, on compte les gens qui se trouvent sur le chantier en différents endroits. Départ vers le camp, donc arrivé, mettons, une demi-heure après, contrôle d'effectifs à l'entrée du camp et dispersion. Chacun se précipite dans sa chambre et à son lit et prend une grande, non pas assiette, mais enfin un récipient qui contenait 2 litres et se précipite à la cuisine. À la cuisine, donc, on fait la queue et il y a un cuisinier avec une grande louche qui, dans un tonneau, ramasse la soupe, entre guillemets, et la verse dans les récipients. Donc 2 litres, c'est considérable, même si ce n'est que de l'eau, ça remplit l'estomac. Alors le problème de la cuisine était évidemment un peu extraordinaire, c'est que le cuisinier, selon qu'il prenait l'eau du tonneau, où c'était liquide, ou qu'il plongeait jusqu'en bas, où il y avait quelques pommes de terre et de la viande, les rations ne se ressemblaient pas. C'était donc la première manœuvre pour diviser les gens et pour permettre aux uns et aux autres de faire une espèce de trafic. Alors chacun rentre avec sa soupe, qui est immédiatement mangée, et ensuite il y a une distribution d'aliments solides. Un pain pour 2, c'est-à-dire 400 grammes de pain par ouvrier, coupé en 2 par le chef de chambrée avec une balance artisanale qui permet de peser les 2 morceaux pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur à la découpe. Chacun part avec son pain et une fois par semaine une cuillère de sucre, une fois par semaine une cuillère de confiture et une fois par mois un paquet de tabac, mais pas de tabac feuille,
le bois du tabac. C'est une spécialité polonaise, paraît-il. Les gens les plus pauvres, au lieu d'acheter du tabac, achetaient les branches coupées en 1000 morceaux. Les mauvais traitements sont infligés sans raison, car ici il n'y a pas de pourquoi. Un rescapé se souvient de l'un de ses camarades. Un beau jour, c'était quelque chose comme 1945, il était très velu. Et on travaillait à charger les wagonnets, on se des trains entiers de sacs de ciment, c'était en sac. Hein, on découpait les sacs et on vidait les sacs de ciment dans les wagonnets. Alors, et quand on rentre au camp le soir, il avait peur de la vermine et tout ça, les Allemands, il nous regardait si on était propre. Il nous envoyait nous laver et il regardait autour si on était propre, si on s'était lavé. Et lui, il était tellement pollu que quand il est revenu, le pauvre, il avait du ciment qui était incrusté dans les poils, dans son poil. Hein. Alors, ils ont trouvé qu'il s'était mal lavé. Ils l'ont empoigné, ils l'ont ramené à ce qu'il appelait les lavabos. Ce qu'on appelait les lavabos, c'était des bacs un peu comme des abreuvoirs à bestiaux. Hein, puis avec de l'eau froide, il n'y avait pas d'eau chaude. Hein. Et puis on avait comme bout de savon, on avait un savon qui ressemblait plus à une pierre qu'un savon. Et alors, quand il est revenu, il titubait comme un type qui aurait pris une bonne cuite. Il l'avait battu, il l'avait rossé, il l'avait lavé à des brosses, genre de brosses en chien noir, des brosses dures. Hein. Et il saignait de partout. Et moi, je couchais la couchette au-dessus de lui. Hein. Et le lendemain matin, quand j'ai voulu le réveiller, enfin, j'ai vu qu'il ne bougeait pas parce qu'il était mort. On était encore capable de travailler, on était encore capable de manœuvrer nos sacs de ciment. Il m'a massacré. Mais la volonté première d'Hitler se place sur un autre plan. Le but du national-socialisme est d'exterminer les Untermenschen, sous-hommes présents sur son aire de domination. La persécution des Tziganes et des Juifs va s'étendre à l'ensemble de l'Europe avec la complicité active des gouvernements collaborateurs. Vichy, gouvernement antisémite, n'attend pas les recommandations de l'État nazi pour supprimer la nationalité française à des étrangers et mettre en place le statut des Juifs qui vise à exclure économiquement et socialement les Juifs de France et à en faire des citoyens de second ordre. Apparaît au mois de juillet, 1940, le statut des Juifs. Alors le statut des Juifs, c'était pas difficile. Il considérait que les Juifs étaient, d'abord, ils définissaient ce qu'était un Juif, ce qui n'est pas facile, et ensuite, il définissait quelles étaient les limites d'activité des Juifs. Extrait du journal officiel du 18 octobre 1940. Loi portant statut des Juifs. Nous, maréchal de France, chef de l'État français, le Conseil des ministres entendu, décrétons, article 1er, est regardé comme juif pour l'application de la présente loi toute personne issue de 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents de la même race si son conjoint lui-même est juif. Article 2. L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs. Ce statut de juif, sur le moment, a été accueilli avec des sentiments un peu mélangés. Tout le monde, pratiquement, disait « Bah oui, Pétain a été obligé de dicter cette loi parce que les Allemands l'ont obligé de le faire. » Nous savons aujourd'hui, de façon tout à fait certaine, que les Allemands n'avaient rien demandé à ce moment-là et que c'est Pétain et ses ministres extrémistes qui ont poussé à l'établissement du statut des Juifs. En zone occupée, ces mesures sont complétées par un processus de spoliation des biens. La volonté est allemande, mais l'application revient à l'administration préfectorale française. La préfecture organise ce qu'on appelle la spoliation, l'organisation des biens, c'est-à-dire qu'on pose des affichettes sur les magasins, maisons juives. Après donc ces magasins sont mis en vente,
c'est ce qu'on appelle la spoliation. Donc ça a été très 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 bien fait et de façon très planifiée sur le Loir-et-Cher. Ça a été réussi pour tout ce qui était entreprise, mais pas pour ce qui était les propriétés privées. Quand on parle entreprise, on parle petite entreprise, puisque là-dedans, il y avait par exemple 3 petits marchands ambulants qui ont été dépossédés de leurs moyens d'existence. En avril 1942, le Pierre Laval remplace l'amiral Darlan. Il amène avec lui au gouvernement un personnage particulièrement dangereux qui s'appelle Bousquet et qui devient secrétaire général à la police. Bousquet signe des accords avec le nazi Heydrich, chef de la Gestapo, en vue de déporter les Juifs de France comme on doit déporter les Juifs de toute l'Europe selon les décisions qui ont été prises début 1942 par les instances nazies. Effectivement, depuis 1941, les Einsatzgruppen multiplient les massacres de masse à l'est de l'Europe, mais les nazis veulent une élimination plus massive, plus rapide et laissant moins de traces. Des essais sont menés. L'option des chambres à gaz et des crématoires pour faire disparaître les cadavres s'impose progressivement. Finalement, en janvier 1942, Heydrich fait entériner par l'ensemble des ministères les choix d'Hitler, Himmler et Göring. À Wannsee, dans le cadre idyllique d'une maison bourgeoise au charme désuet, entourée d'un jardin au bord du lac, 14 hommes scellent le destin de millions d'hommes, femmes et enfants dont le seul crime est d'être nés. Reinhard Heydrich, conférence interministérielle réunie le 20 janvier 1942 à Wannsee. La solution finale du problème juif en Europe devrait être appliquée à environ 11 millions de personnes. Dans le cadre de la solution finale du problème, les Juifs doivent être transférés sous bonne escorte à l'Est et y être affectés au service de travail. Formés en colonnes de travail, les Juifs valides, hommes d'un côté, femmes de l'autre, seront amenés dans ces territoires pour construire des routes. Il va sans dire qu'une grande partie d'entre eux s'éliminera tout naturellement par son état de déficience physique. Le résidu qui subsisterait en fin de compte, et qu'il faut considérer comme la partie la plus résistante, devra être traité en conséquence. En effet, l'expérience de l'histoire a montré que, libérée, cette élite naturelle porte en germe les éléments d'une nouvelle renaissance juive. En vue de la généralisation pratique de la solution finale, l'Europe sera balayée d'ouest en est. Les difficultés de logement et d'autres considérations de politique sociale nous ont amenés à commencer par le territoire du Reich, y compris le protectorat de Bohême et Moravie. Une terrible machine de mort se met alors en place de Bordeaux à Kiev, de Copenhague à Athènes. Hitler peut compter sur le zèle des administrations, des polices locales, pour ficher, repérer, arrêter et transférer les victimes désignées par le pouvoir nazi. Et puisque l'étoile, le port de l'étoile jaune est à l'ordre du jour, je suis venu demander à Monsieur Laville en quoi cette mesure se justifie. Monsieur, les Juifs, évidemment, se lamentent. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure vexatoire ou au contraire d'une mesure qui vous paraissait s'imposer ? C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race. Le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. Il y en a qui le portent sur leur figure, mais enfin pas tous. Oh, peut-être 50%, mais les 50 autres pourcents sont très peu distinguables. Donc, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Une ordonnance concernant les mesures contre les Juifs du 28 mai 1942. En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par le Führer, commandant suprême de la Wehrmacht, j'ordonne ce qui suit. Article 1er. Insigne des Juifs. 1. Il est interdit aux personnes juives à partir de l'âge de 6 ans accompli de paraître en public sans porter l'étoile des Juifs. 2. L'étoile des Juifs consiste en une étoile à 6 branches noires de la grandeur de la paume, en étoffe jaune, portant en noir l'inscription juif. Elle doit être portée cousue solidement de façon apparente sur la poitrine, sur le côté gauche du vêtement. Juillet à l'aube, la veille du 14 juillet donc, a lieu la première grande rafle du département. Elle concerne essentiellement des Juifs étrangers, sans les jeunes enfants. Les jeunes enfants sont confiés à des familles. La deuxième rafle a lieu à
à Montrichard, près de la ligne de démarcation, puisque naturellement les Juifs commencent à réaliser que ça va très mal se passer pour eux. Donc ils cherchent à passer en zone sud. Et sur dénonciation, donc les Allemands, aidés par la gendarmerie française, arrêtent de nombreuses personnes dans les hôtels et les maisons de Montrichard. La deuxième rafle de 1942 a lieu le 10 octobre. Et cette fois-ci, elle concerne les personnes de n'importe quel âge, le plus jeune à 5 ans, le plus vieux 85. Et 4 enfants dont les parents avaient été concernés par la rafle du 13 sont pris ce jour-là. 2 petites filles dans la cour de l'école où elles étaient, et 2 autres sont accompagnées à Orléans à la prison militaire. Et les 2 petites filles arrêtées dans la cour de l'école là, seront sorties de Beaune-la-Rolande, mises dans les orphelinats de l'UGIF, mais arrêtées en 1944 et déportées en 1944, juste avant la libération. Donc, arrive les années 1943-1944, donc là le destin de la guerre tourne pour les Allemands. La chasse aux Juifs est très 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 forte en Loir-et-Cher. Leur repérage, la traque se fait même pour les enfants, puisque en avril 1943, le commissariat aux questions juives donne l'ordre au préfet et aux inspecteurs d'académie de recenser dans les écoles le nombre d'enfants juifs. L'inspecteur d'académie de Loir-et-Cher à Monsieur le Préfet. En réponse à votre communication du 12 avril dernier, j'ai l'honneur de vous donner ci-après les renseignements demandés par la lettre de Monsieur le Commissaire général aux questions juives en date du 5 avril 1943 sur les effectifs de la population scolaire juive dans les écoles du département. Relevé des écoles primaires élémentaires de garçons et de filles ayant des élèves juifs inscrits en 1942-1943. École de garçons, Vineuil 2, Celles-sur-Cher 2, Celles-Saint-Denis 1, Contre 1, Danzé 2, Souget-sur-Breil 2, Savigny-sur-Breil 1, Vendôme-Saint-Lubin 2, École de filles, Celles-Saint-Denis 1, Montdoubleau 5, Vesoul 3, Saint-Jean-Froidmontel 1, Fredval 1, Souget-sur-Breil 4, École mixte, Saint-Dié-sur-Loire 3, Saint-Agile 1, Saint-Marc-Villecor 1, Ouzouer-le-Marché, Chandry 1. Dans les cours complémentaires néant, dans les écoles primaires supérieures néant. Les rafles peuvent commencer et le Loir-et-Cher n'échappe pas à la règle. À Saint-Dié-sur-Loire, le sort des 3 enfants Lévi est scellé. René, 9 ans, Albert, 8 ans, Clément, 3 ans, sont arrêtés et déportés le 27 mars 1944 par le convoi 70. Personne ne les reverra. Mais beaucoup d'enfants échappent aux rafles, protégés par des millions de héros anonymes qui vont risquer leur vie pour sauver une parcelle d'humanité au milieu de la tourmente barbare qui balaye l'Europe. Je vais vous raconter une histoire heureuse. Pas une histoire de bonheur, malheureusement, vous allez comprendre. Une histoire heureuse. Et je sais que cette histoire heureuse, comparée à celle de M. Gobitz, est douloureuse, même pour lui, même pour ceux qui sont revenus. Il se trouve que je suis né 8 mois avant Clément Lévi, à Blois. Comprenant très rapidement le danger qui plane sur eux, la mère d'Alain André décide de le placer en nourrice. Après quelques pérégrinations, elle trouve sur le pas de la porte de l'épicerie qui existait encore à l'époque une jeune fille de 15 ans, née en 25, qui s'appelait André Breton, Bernadette André Breton, et qui lui dit « Maman, on pourrait sans doute faire ça ». Ma mère voit cette femme qui s'appelle Charlotte Breton, qui est dans un petit hameau à 1 kilomètre du bourg d'Orchez. Et détail non négligeable, retenez-le bien, sans eau courante,
sans électricité, au bout d'une petite route qui n'était pas encore goudronnée, c'est-à-dire très loin de la civilisation de communication que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, ils savent très tôt que recueillir un petit garçon comme moi, c'est dès 40 un peu compliqué, et vous allez le voir tout à l'heure dans les textes, dès 42 plus que compliqué, c'est un danger mortel, immédiat. Juillet 42, une gigantesque rafle est organisée à l'échelle de la région parisienne. La mère d'Alain se sent prise au piège d'un Paris qui grouille de policiers et de gendarmes français, obéissant aux ordres allemands, internant les Juifs au Vélodrome d'hiver, avant leur déportation vers l'Est. Elle écrit ce qu'elle pense être sa dernière lettre à la famille Breton et à son fils qu'elle a si peu connu. En tout cas, chère madame, je vous recommande plus que jamais mon fils. Je vous répète qu'en vous, j'ai une confiance illimitée. Je connais vos sentiments pour lui, je sais que vous et M. Breton le chérissez comme un fils, qu'Anne-Marie et André, les deux filles, l'aiment comme leur petit frère. Je n'ose faire des projets, traqués comme nous le sommes. Je suis sans moyen de défense depuis une semaine. Adèle, qui est une amie à elle, cachée chez la tante aussi. Adèle et moi vivons chez votre sœur. Si par malheur je n'avais pas la joie de l'embrasser et qu'il m'arrive le gros ennui que je crains, parlez à mon fils Alain de sa maman de Paris, qu'il ne m'oublie pas, qu'il me regarde quelquefois sur la photo pour que si un jour je reviens, je ne sois pas pour lui une étrangère. Excusez-moi encore, chère madame, je vous tourmente de mes tristes pensées, et depuis une semaine je souffre tant qu'aucun mot ne peut décrire mon tourment. Pour mon fils, vous avez lutté, lui avez donné une seconde fois la vie. Il vous remerciera d'être sa maman. La dette que j'ai contractée envers vous tous ne se paiera jamais. Madame Breton lui répond. Quoi qu'il arrive, nous garderons Alain avec nous. Ne pensez qu'à votre sécurité et ne vous tourmentez pas outre mesure. Écoutez bien ça maintenant. Elle est au bout d'un chemin, sans électricité, sans eau, cultivée par ailleurs. Mais elle écrit. Nous étions depuis le matin au courant des événements, par une dame de toute confiance, qui avait vu en gare d'Orléans plusieurs trains de bestiaux remplis d'enfants. Et Madame Viguier, c'est une voisine que j'ai connue plus tard, recevant une lettre de son mari qui lui raconte avoir vu le pénible cortège et qui avouait l'émotion qu'il étreignait, lui et tous les assistants. Tout le monde est du reste écœuré de telle façon d'agir. On a le droit de se demander où on vit. Elle dit plus loin, quel enfer pour tous ceux qui sont visés et qui sait si le même sort ne nous attend pas. Soyez aussi tranquilles que l'on peut être sur le sort de votre petit garçon. Il ne se doute pas une seconde de tous les tourments que d'autres endurent. La réprobation vis-à-vis des déportations de l'été 42 est générale. D'ailleurs, le préfet le note dans son rapport mensuel de juillet 42. Quant aux arrestations de juifs qui ont eu lieu dans toute la zone occupée et plus particulièrement à Paris, elles ont soulevé la réprobation et l'indignation générale. Certes, les juifs ne bénéficient d'aucune réelle sympathie, mais les procédés employés à leur égard sont jugés inhumains et inacceptables. Ils ont provoqué indiscutablement une nouvelle vague de haine profonde contre l'occupant, contre laquelle il s'avère difficile de lutter. Les convois se multiplient. Pour le Loir-et-Cher, le camp de la Motte-Beuvron est la première étape, destination Pithiviers, Drancy. En fait, les premiers soldats allemands que nous ayons vus, c'était à Drancy. Nous sommes restés 5 jours à Drancy, dans des conditions de grande précarité. On avait simplement répandu sur le plancher de la paille, et des familles entières, hommes, femmes, enfants, campaient sur ces pailles de jour et de nuit. Donc 5 jours, au bout desquels nous avons été transportés par les autobus de la Régie des Transports de Paris, du camp de Drancy à Drancy,
où nous avons été embarqués dans des wagons, cette fois-ci, hommes, femmes, enfants, ensemble. Et au lieu d'être une trentaine, comme venant de zone libre, nous étions une centaine. Des millions d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards, de bien portants et d'handicapés de l'Europe entière sont dirigés vers des destinations inconnues. Dans les wagons bondés, la chaleur de l'été, le froid de l'hiver, la soif, la faim, la folie, la mort fait son premier choix. Nous avons traversé l'Allemagne. Au bout de 3 jours, tout d'un coup, le train s'est arrêté dans une station en Haute-Silésie qui s'appelle Cosel. Les portières ont été ouvertes et on a crié que les hommes âgés de 17 à 45 ans descendent. Autrement dit, on a fait descendre tous ceux qui pouvaient travailler pour l'effort de guerre allemand. Alors, séparation des familles en quelques secondes, les hommes sont descendus, on nous a fait asseoir sur le quai de la gare, les portières se sont refermées, le train est parti pour Auschwitz et tous ceux qui étaient restés dans le train, femmes, enfants, vieillards, ont été exterminés dès leur arrivée à Auschwitz. Auschwitz, Birkenau, Belzec, Sobibor, Chelmno, Majdanek, Treblinka, Radom ne sont que des bourgades, de microscopiques points sur l'immense carte de l'Europe. Mais en ces lieux, des hommes ont patiemment conçu et construit la plus grande machine de destruction humaine de tous les temps. Quand vous irez à Auschwitz-Birkenau, le petit boulot, le bois du petit boulot, remarquez une chose, c'est une organisation parfaite de technique de mort. C'est une chaîne de production de mort, parfaitement organisée en termes d'ingénierie. Toute la chaîne est absolument produite. Alors le lien avec ce que vous dites, c'est que techniquement, aucun problème. N'importe qui est capable de reproduire ça, malheureusement. Monsieur Gobitz, interné à Birkenau, soupçonne sans vouloir vraiment le concevoir le sort de ceux et celles qui descendent des trains et qu'on ne revoit pas, engloutis dans la nuit et le brouillard. Ce que nous avons su et que tout le monde voyait, c'était les crématoires qui se profilaient même pas à l'horizon, à 200 mètres, 300 mètres, n'est-ce pas ? Et qui étaient reconnaissables par la cheminée de section carrée et qui envoyaient des flammes dans le ciel jour et nuit. Le principe de l'extermination n'était pas un sujet de discussion. Personne n'osait aborder le sujet de peur de s'attirer la foudre.
Finalement, les camps sont libérés par les Alliés. De rares survivants reviennent de l'enfer, affaiblis par la sous-nutrition, les maladies, brisés moralement. Ils ont du mal à se mêler à l'allégresse qui s'empare de la France libérée. Mais ils ont une vingtaine d'années et la vie finira par l'emporter. Moi, je rentrais dans un autre sana, à la Membrole. Bien sûr, les troupes sénégalaises défilaient dans les rues de Tours, mais moi, ça ne m'apportait rien du tout. J'avais laissé mon père et puis un oncle. Alors, j'étais pauvre. En ce qui me concerne, mes parents avaient été déportés. Notre appartement avait été occupé par des réfugiés. Je suis resté un peu plus longtemps. Et puis un beau jour, je me suis retrouvé sur le trottoir devant l'hôtel Lutetia avec l'avenir devant moi. Mais tout cela a-t-il disparu? Tout cela appartient-il au passé? Je lui ai posé la question, est-ce que ça peut recommencer? Jamais je n'ai oublié sa réponse. Toute cette génération ne laissera jamais faire. Vous, qui me posez la question, votre génération ne laissera jamais faire. Mais à partir de vos enfants, je ne sais pas. Il y a nous 60 ans après, nous qui n'avons pas connu ces temps maudits. Nous qui avons écouté ces témoignages poignants et pleins d'humanité. Nous qui avons regardé les pièces d'archives. Nous qui avons suivi les chemins de fer au bout desquels les cadavres dégringolaient à l'ouverture des wagons et qui avons circulé sur les Appleplates où piétinaient les déportés. Nous qui nous sommes recueillis près des chambres à gaz dynamitées, des crématoires hors d'usage sans feindre de croire que cela est d'un seul temps et d'un seul lieu. Que la bête immonde n'est pas morte. Nous qui nous sommes souvenus que des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants sont morts là-bas, loin à l'est, mais que ça a commencé aussi près de chez nous.